Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Encore une fois, j'ai le plaisir de présenter cette belle émission Screenshot. Et je crois que vous êtes toujours fidèles devant votre télé, dans votre canapé, pour assister, pour regarder cette émission. Aujourd'hui, nous avons une personne notoirement connue dans la communauté qui nous fait en quelque sorte l'honneur pour répondre à certaines de nos questions. Mais avant tout, je tiens à vous faire savoir que la télévision HLive, une télévision communautaire qui est toujours là pour vous et rien que pour vous. Avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire d'une grande dame, une patriote, une féministe, une battante, une haïtienne, une femme qui travaille, qui a travaillé beaucoup dans la culture haïtienne, dans le journalisme, qui a tout fait. Je crois qu'elle est partie avec une conscience en paix. À mon avis, elle a tout fait. Donc, nous allons, en quelque sorte, prendre 30 secondes en sa mémoire parce qu'elle méritait ça. Voilà, et Madame Liliane Pepol repose en paix. Vous êtes un mentor, vous l'avez été, et je crois que vous continuerez. Au cours de l'émission, nous allons en quelque sorte évoquer ça avec notre invité. La corruption, l'incompétence et la mauvaise gestion gangrènent l'administration haïtienne. Cette situation semble dépasser les frontières de la République d'Haïti pour s'installer dans les missions diplomatiques haïtiennes à l'étranger. Rappelons-nous le scandale du détournement à grande échelle de l'argent des passeports à Washington, à Miami, mais aussi en France, puisque sous la gérance du consul Étienne, entre 2021 et 2022, selon l'article de M. Sego Alexis, l'argent de plus de 300 passeports haïtiens de la communauté haïtienne de France a disparu. Les passeports n'ont pas été non plus rendus. C'est dans ce contexte que peut-être Maguette Delva, ancien responsable des relations publiques du consulat haïtien à Paris, a donné sa démission avec fracas au ministre Jean-Victor Généus dans une lettre qu'il a lui-même rendre public. Nous avons avec nous M. Maguette Delva qui vient éclairer nos lanternes sur ces problématiques qui touchent la gouvernance d'Haïti et des missions diplomatiques. Et à qui je dis bonsoir et bienvenue, M. Maguette Delva. Bonsoir, professeur Chéri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, la télévision HLive vous remercie encore. Mais d'entre Dieu, je sais que vous êtes journaliste, poète, écrivain, professeur d'histoire et de géo dans un lycée de la banlieue haïtienne, dans la banlieue parisienne, pardon. Aussi, vous avez été correspondant Haïti en marche, cofondateur de 2 journaux. Vous avez quelque chose à ajouter ou à compléter? Non, ça va, vous êtes correct. Merci encore que vous êtes là avec nous. Donc, la première question que je dois vous poser pour démarrer l'émission, c'est, d'après vous, est-ce qu'il y a une différence entre fonctionnaire et diplomate? Oui, un diplomate peut ne pas être un fonctionnaire peut être un diplomate.
D'abord, la plupart des diplomates qu'on envoie à l'étranger, le plus souvent, ils viennent du ministère des Affaires étrangères. Ou bien ils viennent de n'importe quel ministère. Ce sont des gens qui ont eu un statut de fonctionnaire et qu'on envoie dans nos missions diplomatiques à l'étranger. Moi, par exemple, j'étais pendant plus de 19 ans à l'ambassade et au consulat et j'étais pas fonctionnaire. Tout simplement, j'étais un recruté sur place, nommé par un ministre, d'abord à l'ambassade, puis transféré au consulat par un autre ministre. Je n'étais pas fonctionnaire, mais je travaillais dans des missions diplomatiques. Mais vous savez que dans la communauté, beaucoup de personnes pensent que vous êtes un diplomate ou vous avez... Non, c'est pour la plupart de nos compatriotes, à partir du moment que vous travaillez dans un consulat, vous êtes diplomate. Non, il y a plusieurs catégories qui travaillent. Il y a des diplomates, il y a des recrutés sur place, il y a des gens nommés par un ministre qui n'ont pas le statut diplomate. J'aurais pu avoir ce statut. J'aurais pu faire la demande auprès du Quai d'Orsay. Je ne l'ai jamais fait. Parce que tout simplement, j'ai la nationalité française. Je ne voulais pas mélanger les choses. C'est bien que vous dites ça, que vous avez la nationalité française. Vous savez déjà, il y a certaines personnes qui travaillent dans la diplomatie, mais qui, comment on dit ça, entre guillemets, qui cachent cette nationalité. C'est un vide de l'esprit. Ça n'a pas. L'essentiel, c'est d'être patriote. Moi, je me suis toujours considéré comme un patriote haïtien. J'ai travaillé pendant plus de 18 ans dans la diplomatie de mon pays. Je fais ce que j'avais à faire. J'en suis très fier. Ça ne m'a pas empêché d'être un patriote. Ce n'est pas parce que j'ai la nationalité française, ça m'empêche d'être un patriote haïtien. Tout simplement, je respecte la loi haïtienne qui dit que quand vous êtes diplomate, vous ne pouvez pas avoir la nationalité du pays. C'est pour cela que je me suis toujours abstenu de demander un quelconque statut de diplomate. Vous pensez que si vous n'étiez pas si vous n'aviez pas cette nationalité ou bien une nationalité étrangère, peut-être vous auriez pu être, je ne sais pas, non, il y a des gens qui ont la nationalité étrangère et puis qui sont ambassadeurs d'Haïti. Parce qu'ils cachent ça. Oui, bon, moi je suis contre. Et puis c'est pas ça qui empêche quelqu'un de faire son travail. Moi je connais des gens qui étaient ambassadeurs, qui avaient la nationalité française et puis qui étaient de vrais patriotes haïtiens. Et puis je connais ceux qui viennent d'Haïti et qui n'avaient pas la nationalité étrangère et qui n'ont pas les fibres patriotiques nationalistes du pays. Voyez-vous, c'est une question de personne, c'est pas une question de statut si vous êtes haïtien ou pas. D'accord, merci. Mais avant toujours de continuer dans cette thématique, mais au cours de cette semaine, vous voyez qu'il y a une grande dame qui s'est éteinte, une grande foi. Oui. Je parlais de Liliane Pierre-Paul. Oui, c'est mon amie, c'est même ma sœur. C'est quelqu'un que j'ai bien connu. On a travaillé ensemble. Et lors de l'accord de Marcoussis en banlieue parisienne, elle m'avait mis sur la brèche pour faire des reportages. C'est quelqu'un que j'ai bien connu. Depuis 1995, je connais Liliane Pierre-Paul. Nous sommes amis. Je dirais même c'était ma sœur. C'est quelqu'un, et je suis souvent au téléphone avec elle et je l'écoute chaque 4 heures de l'après-midi et l'heure haïtienne pour écouter Liliane. Et puis je connais bien son ancien mari qui était un socialiste d'obédience socialiste comme moi. Et Anthony, c'est quelqu'un qui m'a envoyé sa fille. Je connais Stéphane, je connais tout le monde. Okay. Dernière fois j'étais en Haïti, Liliane s'est déplacée pour venir me voir à Fermat où j'étais. Wow. Nous avons eu de très bonnes relations. Et je suis vraiment très... En tout cas, elle ne verra pas la nouvelle Haïti. D'après vous, pour laquelle elle a travaillé. Liliane est irremplaçable. Ça doit rester vide. Il y a quelqu'un qui pourrait combler cet espace. Bon, chaque décennie, vous aurez quelqu'un comme Liliane. J'ai écrit sur ma page Facebook. Et le départ, Liliane est partie, ça fera une femme de moins dans le monde. Oui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait des idées, c'est quelqu'un qui avait une certaine idéologie, c'est quelqu'un qui avait des idées précises sur les Haïtiens, sur le devenir de ce pays, pour lequel elle a beaucoup travaillé. Moi, j'ai vu Liliane à Port-au-Prince.
en train de s'occuper et des petites gens, des gens qui sont venus lui demander des concours financiers pour faire un enterrement. Et elle faisait ça avec une délectation, comment je peux dire ça, un détachement. C'était comme un sacerdoce. C'était ça, Liliane. Et puis surtout, Liliane, c'était une grande journaliste. Et Liliane, c'était une journaliste qui applique la maxime de Théodate. Il faut s'informer pour informer les autres. Liliane, c'est quelqu'un qui a toujours des livres chez elle, toujours en train de lire et quelque chose. Parfois, elle appelle pour demander, mais comment ça va? Donne-moi ton opinion. C'est ça, Liliane. Liliane, c'est quelqu'un de très modeste. Parce que les gens pensent que non. Une femme de grande culture. Une femme de grande culture qui lit beaucoup, qui regarde beaucoup et la presse, qui lit la presse. Dans un journaliste, c'est celui qui lit la presse. Si vous êtes journaliste, vous ne lisez pas la presse, vous n'êtes pas journaliste. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons fermer cette parenthèse. Donc, on va vraiment rentrer dans les choses plus ou moins différentes de ce que nous avons commencé. Donc, Maguette Delva, vous êtes là avec nous ce matin parce que vous avez été, ou bien vous êtes démissionné de votre poste. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à laisser votre poste après 18 ans passés dans la diplomatie haïtienne? Bon, j'ai donné ma démission pour 3 raisons essentielles. La première raison, c'est que quand on a une certaine idée du pays, on a une certaine idée de sa diplomatie, il y a des choses qui sont intolérables. Je n'ai pas démissionné sur un coup de tête, il y a tout un processus. Et quand on a une diplomatie, c'est avant tout l'image d'un pays qu'on doit soigner, qu'on doit bûchonner et qu'on doit mettre en exergue, même lorsqu'on sait très bien que le pays à l'intérieur ne va pas. Mais une mission diplomatique doit pouvoir faire ces genres de choses. Pour les faire, il faut avoir un minimum de pouvoir, c'est-à-dire que de pouvoir financier. Quand on est dans une mission diplomatique, un chef de mission à Paris est obligé de donner une lettre à un chauffeur pour lui dire qu'il ne peut pas le payer. Pour moi, c'était intolérable. Et depuis ce jour-là, j'ai vu cette lettre, je me suis dit que ma place n'est plus dans la diplomatie de mon pays. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le ministre des Affaires étrangères, M. Jean Généus, a établi un distinguo entre diplomates recrutés sur place. Ce qui fait qu'il est amené à ne pas payer 8 à 10 employés. Et je trouvais que ce distinguo est absurde, est discriminatoire. Parce que ce sont mes collègues qui font le travail au consulat. C'est eux qui reçoivent nos compatriotes, c'est eux qui sont là dès 10 heures pour recevoir nos compatriotes. Je n'admets pas ça. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, je pense que j'ai fait mon temps. La diplomatie m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de la diplomatie de mon pays. Et quand je vois la tournure de celles et ceux qu'on nomme actuellement dans la diplomatie, je me suis dit, ma place n'est plus là. Voilà. C'est pour ces 3 raisons essentielles que je suis parti. Et puis, comme je l'ai dit dans ma lettre aussi, je suis las de combattre la corruption, de faire tout le temps un coup contre la corruption. Et vous le savez, en tant que journaliste, je fais révoquer des gens qui escroquaient des gens dans la communauté, des petits gens de la communauté. Et j'ai fait pas mal de choses. J'ai mené tout un combat contre la corruption. Et je pense que j'ai perdu le combat dans la mesure où que j'ai l'impression qu'elle est devenue institutionnelle. Et dès qu'elle est devenue institutionnelle, ma place n'est plus là. Parce que moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir de l'argent. Je n'ai jamais pensé d'avoir de l'argent, encore moins de voler l'argent de l'État pour devenir un grand homme. Vous savez, moi, je suis un communiste de stricte obédience.
L'argent, c'est pour... c'est de l'avoir, bien entendu. Vous travaillez, on vous donne votre salaire, vous mangez, vous achetez un habit et puis vous donnez aux autres qui n'en ont pas. Bon, ça, c'est ma devise. Et par contre, on parle beaucoup de corruption dans le dossier du consulat. Vous étiez encore à l'intérieur il y a 2 mois. Pouvez-vous nous décrire cette corruption? La corruption à la haïtienne, c'est quelque chose de très facile à comprendre. Et quand je dis facile à comprendre, c'est parce que la corruption à la haïtienne ne se réduit pas seulement à voler de l'argent de l'État. C'est ça aussi, mais ce n'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Par exemple, quand vous êtes dans une mission diplomatique, et ça, c'est l'une des innombrables raisons de mon départ, vous êtes dans une mission diplomatique et puis vous voyez quelqu'un qui est arrivé, qui est en train de contrôler les recettes du consulat, et vous savez très bien que cette personne n'a pas été nommée par le ministre. Encore moins que cette personne ne travaille pas au consulat. Mais c'est cette personne-là qui, chaque après-midi, vient ramasser l'argent. Et bien, à partir de ce moment-là, à partir de que ça existe, j'ai vu ça devant moi, j'ai écrit une lettre au chef de poste qui ne m'a pas répondu, et je me suis dit que ma place n'est plus là. Non, ce que vous dites là est grave. Quand quelqu'un n'a pas été nommé et qui vient chaque après-midi pour faire le contrôle ou bien... Eh bien, monsieur, parce que s'il le fait, c'est parce qu'il a quelqu'un qui est bien placé en Haïti qui lui a donné ce pouvoir. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça la corruption à l'haïtienne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont bien placés en Haïti. Bien entendu, cette personne-là est dans une mission diplomatique à Paris, mais elle n'est pas affectée au consulat et c'est elle qui s'occupe des recettes du consulat. Mais après avoir contrôlé, elle a pris aussi l'argent? Bien sûr, c'est elle qui a le contrôle de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ça la corruption à la haïtienne. Et c'est pour cela que je me suis dit que parce que dans la corruption, dans la corruption à la haïtienne, il faut faire très attention. Si j'étais resté au consulat, j'allais être complice comment dirais-je, de cette manœuvre qui consiste à donner le contrôle, en quelque sorte, des recettes de l'argent de passeport de nos pauvres compatriotes ici. Et ça, pour moi, c'était intolérable. Non. L'émission qui est pour l'autre dimension, je vais arrêter en français encore parce que il faut que la population comprenne et connaisse. C'est très simple, ça me dit. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler dans le consulat ou bien pas affectés dans le consulat. Oui. Mais chaque jour, ils sont capables de passer. Chaque après-midi. Chaque après-midi. Pour contrôler combien de consulats rentrent dans question passeport. Oui. Et puis qui prend comme la calavel, qui dit recette l'État. Oui. Bon, on me dit recette l'État. On ne sait pas ce qu'il fait avec. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il n'est pas nommé par le ministre. Oui, mais ça. C'est le fait qu'il n'est pas nommé par le ministre. Même s'il prend l'argent, il le dépose sur le compte du consulat. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est qu'il n'est pas nommé par le ministère des Affaires étrangères. Il n'avait rien à faire au consulat. Oui, mais dans ce cas-là, le consul lui-même qui est là, le chef de poste, qui ça le devenu? C'est parce que le consul, le chef de poste, a sûrement reçu de l'ordre d'en haut pour faire ça. Oui, bon. Je comprends, mais quel on veut ou non, si je suis le chef responsable, on dit qui pas nommé par le ministre, malgré tout, c'est lui-même qui gagne, monopole ou bien qui gagne autorité parce que vous l'argent et gérer, c'est gérer l'argent. Parce que vous ne savez pas, quand on nomme le chef de poste, on ne sait pas à quel prix il avait accepté le poste. Parce qu'il y a ça. Vous me demandez tout le temps pourquoi moi, je ne suis pas consul général. Mais pour être consul général, il y a des règles. Je dirais qu'il y a il y a un processus de négociation. Moi, c'est possible que je n'accepte pas ces négociations. Oui, mais Magadelva, ça fait longtemps où sorti dans l'ambassade là, ou muté dans le consulat, toujours dans le poste relations publiques. Et puis moi, je ne suis pas un bon client aussi, parce que je suis connu au ministère comme quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui dénonce les choses. Je ne suis pas très bien vu au ministère. Oui, mon souci, c'est parce que ça fait longtemps qu'on a un job ça. Et puis, il y a un pile de l'eau coulée en bas pour moi. Bien sûr, j'ai tout vu.
Mais, pas trop, tu es démissionné pour un pile bagage qui fait déjà. Non, c'est pour cela que je vous dis que c'est un processus. À partir du moment que vous êtes à l'intérieur d'une institution, que vous combattez ce qui ne va pas, vous battez, vous combattez. À un moment donné, vous êtes dos au mur. Et il faut s'en aller. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que, et comment je peux dire ça rapidement? Là où gagner, là où on côté, où est tout ça qu'a fait va à l'encontre de tes idées. Parce que moi, je suis fondamentalement contre la corruption. Parce que c'est bagaille ça qui empêche Haïti aille de l'avant. Tout autant que nous pas mettons une certaine décence dans la corruption haïtienne, le pays n'a pas fait rien. D'ailleurs, c'est le seul point sur lequel j'étais d'accord avec le président Jovenel. Haïti, il y a 3 problèmes. Corruption, corruption, corruption. Tout autant, nous pas régler problème ça. Nous pas fait on pas. Pas rien qu'a fait. Quand on arrive, vous parlez d'employés qui ne peuvent pas toucher. Combien d'employés qui n'ont pas été payés depuis 10 mois? Oui, une dizaine. Une dizaine. Dont le chauffeur, à qui on a donné une lettre pour lui dire qu'on ne peut pas le payer. C'est inacceptable. On ne peut pas faire ça à Dessalines. On ne peut pas faire ça à nos ancêtres. C'est en ce sens qu'il faut comprendre. La diplomatie, c'est l'image du pays. Quand on a, le jour, j'ai su que le chef de poste à Paris, M. James Jules, a donné une lettre à un de nos chauffeurs au consulat. Et j'ai vu cette lettre. Je me suis dit que ma place n'était plus dans la diplomatie haïtienne. Là, et ce n'est pas la faute de James Jules, c'est parce que le ministère n'a pas envoyé de l'argent. L'actuel ministre a un raisonnement qui ne cadre pas avec la défense de l'image d'un pays. Actuellement, il y a des secrétaires dans nos ambassades qui ne sont pas payés. C'est inacceptable. On ne peut pas faire ça à un pays. Mais comment elles font? Par exemple, le chauffeur, comment il fait? Il ne paye pas sa maison, ses loyers? Ah, bien sûr. Ben, ce chauffeur, je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu pleurer parce que sa femme demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 6 mois depuis qu'on ne vous a pas payé. Je ne sais pas si vous imaginez. Dans ma lettre, j'ai dit que l'État haïtien me doit 29 000 euros. C'est ce que j'ai remarqué. Mais c'est parce que l'État haïtien ne m'a pas payé non plus. Que l'État haïtien ne me paye pas, ce n'est pas grave. Mais de ne pas payer un chauffeur, c'est inacceptable. Là, par rapport à des fois, il ne va pas le payer du tout, non? C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis déjà dans un autre chemin. Je connais très bien mon pays. Je sais. Mais de ne pas payer les secrétaires, de ne pas payer les chauffeurs, je ne comprends pas qu'un homme comme Généus, que je connais bien, que j'ai eu la chance de rencontrer 3 à 4 reprises à Paris, je me demande qu'est-ce qui se passe. Comment un homme, un intellectuel de grand calibre, un écrivain, puisse se comporter ainsi avec ses compatriotes. Je ne comprends pas. Dans ce cas, nous avons un chef de poste. Bien sûr. Quand consulat arrivé dans le moment ça, étant chef de poste, il n'y a pas de bagage qu'il doit faire. Quelle que soit la condition de ce poste-là. Ça dépend de la psychologie de celui qui est en place. Il y a des chefs de mission, c'est-à-dire ambassadeurs, consuls généraux, l'UNESCO, tout ça. Il y a des chefs de mission, ce sont des gens qui ont une psychologie très forte, qui peuvent dire au ministre non, on ne peut pas faire ça. Ouais, et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire, parce que tout simplement, c'est des gens qui ont l'habitude de recevoir des ordres. Est-ce que vous voulez parler de James Jules là? Non, il n'est pas seul. Nous avons beaucoup de diplomates qui ne font qu'obéir. Parce que, justement, ils pensent que la diplomatie, c'est obéir aveuglément. Et puis, je connais aussi d'autres chefs de mission qui disent non, moi, je ne vais pas faire ça, je vais continuer à payer mes employés,
Et voilà. C'est une question, là, vraiment, c'est une question de personne. Mais, et si nous avons un petit retour en arrière, et nous regarder, et monsieur Étienne, période monsieur Étienne, chauffeur, tu as un problème ça? Non. Non, parce que on peut dire ce qu'on veut de la gestion de monsieur Claude Joseph, mais monsieur Claude Joseph n'arrivait pas à ce point-là. Oui, mais il y a plein de monde qui n'a pas touché, toi. Bien, oui, mais il payait quand même. C'était pas 10 mois. Je ne suis pas en train de le défendre. Hein. Ouais, nous ne sommes pas amis. On est là pour dire la vérité. Dire la vérité. Alors, sous Claude Joseph, le problème n'était pas à ce point. Le problème de non-paiement des salaires, et M. Claude Joseph n'a pas mis à pied unilatéralement ceux et celles qui travaillent dans nos missions diplomatiques. Il ne l'avait pas fait. Dans la lettre écrit démission là qui couronne public, gon parti la donne côté que ou parler de paquet moun yo te révoqué. Et puis un beau matin, peut-être travail la pas qu'à fait et puis vous chercher yo. Bien sûr, il y a eu ça au consulat. Dans un premier temps, en septembre 2022, le ministre a pris ce qu'on appelle, a fait sortir une note. Il a demandé à M. Jude James, en tant que chef de mission, de demander à tout le personnel de rester chez eux. Tout le monde était resté chez eux. Sans solde. Sans solde. En disponibilité, comment ça se passe? Non. On vous a demandé, jusqu'à présent, j'ai encore des collègues qui ont 20 ans, 25 ans, qui travaillent au consulat, qui sont restés chez eux, qui n'ont pas été... Mais si on vous demande de rester chez vous, est-ce que vous continuez à travailler même si vous restez chez vous? Est-ce que l'État doit vous payer ou bien le salaire, il est là? Alors, c'est là toute l'ambiguïté. c'est pour cela que quand le ministre Généus a pris cette note demandant au personnel du consulat général de la République d'Haïti de rester chez eux, il a commis une faute grave. Non seulement du point de vue du Code du travail français, mais du point de vue du Code du travail haïtien. On n'a pas le droit de révoquer quelqu'un sans cette personne-là ne soit au courant. Pas une lettre. Par exemple, si vous prenez mon cas. Pas même une lettre seulement. Il y a un processus. Bien sûr. Bien sûr. 1, 2, 3 lettres, courrier recommandé. Bien sûr. Il n'a rien respecté du tout. Ce qui fait que vous avez des gens que je suis venu et que j'ai rencontré au consulat, qui travaillent depuis 23 ans, 25 ans, qui se retrouvent dans cette situation-là. Un beau matin, une simple note du ministère a révoqué ces personnes-là. Ça, l'opinion publique haïtienne ici va avoir du mal à comprendre ça. Mais pourquoi? C'est parce que la logique de beaucoup de chefs en Haïti, ce n'est pas de faire du bien à leurs compatriotes, mais c'est plutôt de faire du mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, mais je me suis la gueule comme ça. Mais c'est ça lié, en fait. Mais pourquoi un ministre, par exemple, dans mon cas, j'ai été nommé par un ministre en 2006. J'ai été transféré en 2014 par un ministre. Mais qu'est-ce qui empêche au ministre Jean-Victor Généus de m'envoyer une lettre, de dire à M. Delva, vous n'êtes plus au consulat déjà? Parce que moi, il y a des ministres qui m'ont déjà révoqué déjà, qui m'ont demandé, qui m'ont fait, c'est correct, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai été nommé par un ministre, un autre ministre peut mettre fin sans problème. Mais pourquoi ne le fait pas? Pourquoi humilier les autres? Pourquoi humilier mes collègues? C'est cette question-là qu'on doit poser. Pourquoi on est obligé? Pourquoi un ministre de surcroît, un écrivain, un intellectuel, un homme de gauche est amené à humilier ses compatriotes de cette manière-là? Oh, c'est plus simple, vous êtes ministre. Bon, une lettre que vous a nommée, une lettre vous a remplacé. Aussi simple que ça. Mais le consul lui-même, qui a eu le courage de demander à ses employés, si je me permets l'expression, de rester chez eux. Ce n'est pas le consul qui a demandé, c'est le ministère qui a demandé. Oui, mais... Le ministère, dans une note, a demandé et le chef de poste est obligé d'exécuter ce que le ministère lui a demandé. Pourquoi il n'a pas fait une lettre aussi comment il avait fait ça? Je ne sais pas, en placardant bien sûr. Une circulaire? En diplomatie, quand le ministère des Affaires étrangères vous envoie une note, le chef de poste a pour obligation
de remettre une copie de cette note à tous les employés concernés. C'est ce que M. Dulcem a fait. Il a bien fait. C'est pas lui, c'est le ministère. Demain, si je deviens chef de poste, ce sera la même chose. Monsieur le ministre, suite à de nombreux manquements enregistrés et observés, ça et là, je me vois dans l'obligation de démissionner de mes charges de responsable des relations publiques, dans la mesure où il apparaît plus qu'évident que les mots que je dénonce s'agissant du fonctionnement des services compétents de notre administration ne peuvent être corrigés. Bien sûr, je suis en train de dire au ministre, il y a des choses qui se passent au consulat, mes collègues qui n'ont pas été payés, un chauffeur à qui on a donné une lettre et comme quoi on ne peut pas le payer. Ce sont des choses qui ont porté atteinte à la dignité de mon pays. Et ça, je ne pouvais l'accepter. C'est ça. Il y a des choses dans la vie qu'un homme n'a pas le droit d'accepter. Si vous les acceptez, vous n'êtes plus un homme. Et c'est ce que je dis en filigrane au ministre. Maguette-Delva est un homme. Il a posé des actes, à mon avis, des actes indignes. Et moi, en tant qu'homme, j'ai donné ma démission pour lui dire stop. On n'a pas le droit de traiter des compatriotes ainsi. C'est aussi simple que ça. Mais je vois encore, vous allez encore très très loin dans son écrit quand vous dites que sans état d'âme, vous avez révoqué des employés qui étaient au service de notre mission consulaire depuis 20, voire même 25 ans, ignorant leurs droits. Vous n'avez même pas dédaigné leur adresse, leur adresser une lettre de radiation ou autre. Vous estimez que le ministre ne respecte pas le code du travail haïtien ou même français? Non, il n'a pas le respecté. Je l'ai dit dans la lettre, il ne l'a pas respecté. Par exemple, prenons mon cas. Si le ministre veut me mettre fin à ma fonction, c'est très simple. Il m'écrit une lettre en me disant, voilà, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez été relevé de vos fonctions. Et puis c'est fini. Pour ceux qui ont un contrat français, vous imaginez? Pour mes collègues qui ont un contrat français, qui fonctionnent sous un contrat français, le ministre a violé tout le code pénal français, a violé tout le code du travail français. Parce que, qu'est-ce que dit la loi française? La loi française dit que pour révoquer quelqu'un, il faut lui envoyer une première lettre, il faut le dédommager, il faut que vous ayez des griefs contre lui. Bref, il y a tout un processus. Aucun n'a été respecté. C'est pour cela que la plupart de mes collègues restent encore au travail parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été révoqués, ils n'ont pas été remplacés et qu'ils continuent à travailler même lorsque le ministre ne les paie pas. Sego Alexis, dans son article, il a bien parlé de bagay ça, c'est qu'il y a un pile monde révoqué, alors que il y a une charge à payer par l'État haïtien aussi. Qui va jamais payer charge de tout ça. Ça a été. Il y a un pile monde là qui, s'il partit à la retraite, qui a perdu retraite. Bien sûr. Ça a été mon combat, longtemps au consulat. Et le fait que il y a des chefs de poste qui avaient refusé de payer les charges sociales des gens. Ça a été toujours mon combat. Parce que il y a des chefs de poste qui estiment que payer des charges sociales pour des gens et une mission diplomatique n'a pas à faire ça. Mais ils ont oublié que ces gens-là ont été recrutés avec le droit français. Alors, dans le même temps, il y a des chefs de mission qui ont payé. C'est pour cela que je vous ai dit, dans tous les domaines, ça dépend avec quel individu vous avez affaire. J'ai toujours dit, ce que vous êtes dans la vie privée, vous l'êtes forcément dans la vie publique. Si vous êtes quelqu'un de généreux, si vous êtes quelqu'un qui a un certain patriotisme, si vous êtes quelqu'un dont l'obsession, c'est de voir que les Haïtiens progressent dans tous les domaines, eh bien, vous arrivez en fonction, vous ferez tout ça. Mais si vous avez l'habitude de manger
tout seul à table. Et puis, même si vous voyez un Haïtien en train de crever, eh bien, vous arrivez en fonction, vous ferez la même chose. Nous allons prendre une première pause à l'émission. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de l'émission Screenshot avec notre honorable Maguette Delva, qui est ancien responsable des relations publiques au consulat, parce que monsieur démissionné, donc monsieur pas là encore, mais quand même, il y avait nous, il fait nous honneur, venir dans l'émission Screenshot ça, pour venir détailler, pour faire nous comprendre raison que il démissionné, parce que il y a 3 raisons primordiales qui permettent que le démissionner, parce que il y a des bagailles, il pas qu'à constater, sentir que lui-même, il lasse avec Jean administration a fait là Jean mission nous m'a parlé mission diplomatique continue à fonctionner que lui-même qui contre la corruption lui-même qui a goumé contre bagay ça yo lui vont côté de sentir le dos au mur l'obligé jeter l'éponge. Mais avec nous encore une fois en deuxième partie à Maguette Delva que nous remercions. Donc dans même la démission où écrit je constate qu'on a chassé des voleurs mais peine perdue ils reviennent en force. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien sûr. Et parce que... On va pas les clés là pour screenshot. Non, parce que non, ça nous relève la corruption institutionnalisée en Haïti. Là, on nomme un monde ou par contre qui nomme. Ça va prendre du temps, surtout moi-même qui c'est un grand avare de l'information, je passe mon temps à savoir. Et après, on a fini par comprendre que le processus même de la nomination était déjà un accord de corruption grandeur nature. Mais ça, on ne le savait pas. C'est pour cela qu'il y a des choses qui se font. C'est après on va comprendre la logique bagayo. Et la logique, c'est la corruption à 100%. D'où pourquoi quand j'affirme dans cette lettre, on a chassé les voleurs, ils reviennent en force. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui font des choses, et parce que les gens ont signé un contrat avec des types bien endimanchés dans les ministères, et ce sont des gens qui ont des passés de corruption et que tout le monde connaît en Haïti. C'est ça le drame haïtien. Parce que la corruption en Haïti, c'est pas seulement voler de l'argent, c'est toute une organisation, toute une officine qui sont là à chaque fois qu'il y a un changement de cabinet, à chaque fois qu'il y a un changement de président, et ces gens-là sont là pour continuer le chemin de la corruption. Et ce chemin-là, on le retrouve partout, et ce chemin-là atteint désormais nos missions diplomatiques. C'est ça. Bon côté, on toujours parler dans là que c'est vrai, il y a évoqué pas mal d'employés qui ont 25 ans, parce que peut-être là-bas, il y a tout le monde là-dedans. Mais pendant que les gens retournent, paraît-il que yo même nommé 4 à 5 nouveaux. Bien sûr. Je donnerai plus de détails dans ça dans un nouveau livre. Je publierai les documents. Bien sûr. C'est ça qui est inacceptable. Et parce que Haïti, c'est un pays quand même. Il y a des gens qu'on nomme dans la diplomatie haïtienne, ce n'est pas sérieux. On n'a pas le droit de faire ça à un pays. Et il y a une chose que les dirigeants haïtiens font, qu'ils sont les seuls qui font ça dans le monde. C'est-à-dire que nous avons des gens compétents en place, nous les révoquons pour nommer des incompétents. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et souvent, on rencontre ces gens des choses dans la diplomatie haïtienne. Des gens qui sont là, qui font bien leur travail, qui sont compétents, qui ne sont pas corrompus. Un matin, on révoque ces gens-là pour nommer des gens à la limite de tout.
Et c'est ce que Généus a fait dans le cas du consulat d'Haïti. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des gens qu'on a nommés à Paris qui ne savent même pas utiliser un ordinateur. C'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Mais quand un ministre, mais le ministre lui-même qui le fait, il le fait sous l'obédience de quelqu'un. C'est ça le drame. En un mot, le ministère des Affaires étrangères, parfois, ne connaît même pas le profil de celles et ceux qu'il va employer. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les coulisses, qui dit, ah, ministre, nomme cette personne pour moi. Donne-lui le titre de ministre conseiller pour qu'il puisse toucher 6 à 7 000 euros. C'est comme ça. C'est pour cela que je l'ai bien expliqué dans mon livre, Anthologie des poètes et diplomates haïtiens, que il n'y a aucun critère pour devenir diplomate haïtien. N'importe qui peut devenir diplomate haïtien à partir du moment que vous connaissez quelqu'un qui est bien placé dans le pouvoir, même lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un qui est bien placé dans le pouvoir, mais vous pouvez être celui qui va voir un ministre ou bien un premier ministre, voire même un président, nommer un tel pour moi. Et le plus souvent, ces gens-là n'ont même pas dit, mais quel est donc le profil de cette personne? C'est rare de rencontrer un ministre des Affaires étrangères qui dit, ah, moi je connais des ministres des Affaires étrangères, qui dit, ah non, ça on ne peut pas. Donnez-moi quelqu'un qui a été à l'école, donnez-moi quelqu'un qui a fait l'université pour rester dans les normes. Mais ça, c'est très rare. C'est très rare. Par exemple, à Paris, parce que quand je dis ça, et à Paris, nous sommes quand même à Paris. Et vous savez ce que le président Antoine Simon avait dit à un chef de poste à Paris, Edgar Nérenuma, qui était son chef de mission à Paris. Edgar Nérenuma a écrit au président Antoine Simon pour lui dire de le rappeler en Haïti. Et Antoine Simon a écrit à Edgar Nérenuma pour lui dire, cher maître, je vous prie de bien vouloir rester encore en fonction, car je dois trouver quelqu'un qui a le même niveau que vous. Et surtout, n'oubliez pas que nous devrions bien nous représenter dans l'ancienne puissance coloniale. C'était ça la diplomatie haïtienne. Il est vrai qu'Antoine Simon aussi, notre président là, que vous faites allusion, n'était pas... Ne savait pas lire. Ne savait pas lire. Eh bien sûr. Alors, tout ceci pour te dire que dans ce pays, le plus souvent, nous sommes en train de reculer à toute allure. Et Jean-Claude Duvalier avait dit la même chose. Avait dit à peu près la même chose à un ambassadeur qui lui avait demandé de le... C'est pour dire qu'il y avait une certaine conception des choses. Est-ce que, d'après vous, la diplomatie haïtienne est finie? Non, je ne dirais pas ça. Et la diplomatie, c'est pas seulement le fait de nommer n'importe qui. Dans la diplomatie, c'est avant tout l'histoire, c'est les relations internationales, ce sont les archives, et c'est tout ce que vous voulez. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais tout simplement que la diplomatie haïtienne est en train de traverser une très mauvaise passe. Que faire pour mettre de l'ordre dans nos missions diplomatiques, d'après vous? À mon avis, il faut 5 idées. Il faut appliquer rapidement 5 idées. La première, c'est d'arrêter de nommer des gens qui n'ont aucun niveau dans la diplomatie haïtienne, parce que ça ne fait pas honneur au pays. Et là, je vais vous rapporter une phrase d'une dame qui était rentrée au Quai d'Orsay à l'âge de 18 ans, dans les années 50, qui ont connu les grands diplomates haïtiens. Et une fois, je l'ai rencontré tout à fait par hasard dans une réception au Quai d'Orsay. Et puis quand je lui ai dit que j'étais haïtien, il m'a dit, oh Haïti. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, dans le temps, quand j'étais au Quai d'Orsay, les diplomates haïtiens, c'était des écrivains, des gens de notoriété. Et maintenant, je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer, cher ami? Alors, c'est souvent ça, Haïti. C'est-à-dire que nous faisons n'importe quoi avec la diplomatie de notre pays. Il faut que ça arrête. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut recruter par concours les futurs diplomates haïtiens.
Ça existe au ministère. Mais le plus souvent, les politiques écrasent ces diplomates bien formés qui ont réussi leur concours pour être diplomates. Surtout les parlementaires. Surtout les parlementaires. Et 3, il faut redéfinir le statut du diplomate haïtien. Ça ne sert à rien qu'un diplomate haïtien reste 20 ans à Paris. Pour faire quoi? Ça ne sert à rien qu'un diplomate haïtien reste 25 ans à Paris. Mais pour faire quoi? Si vous avez le statut... Non. Si vous avez le statut de diplomate, vous devriez rester que 5 ans à Paris. Et vous allez dans un autre pays. Moi, je pouvais rester 40 ans. Parce que je ne suis pas diplomate. Je suis un employé. Au contraire, c'est moi qui suis là. Et c'est ce que je faisais pour accueillir les autres, pour dire, ah, voilà la marche à suivre. Mais quand vous prenez un diplomate haïtien, que le Quai d'Orsay, chaque année, le Quai d'Orsay lui délivre sa carte de séjour pendant 20 ans, le Quai d'Orsay ne prend plus ce diplomate au sérieux. Mais tout ceci, il faut redéfinir les choses. Pourquoi un diplomate haïtien nommé par le ministère des Affaires étrangères, issu du ministère des Affaires étrangères, est obligé de s'allier à des parlementaires pour rester en fonction? C'est ça le drame. Là, je suis en train de décortiquer le drame du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi un type qui est conseiller, pour qu'il passe au ministre conseiller, au statut de ministre conseiller, est obligé de s'allier à un corrompu en Haïti qui va faire du lobbying pour lui, qui va auprès du ministre pour le faire nommer ministre conseiller? Quand ce diplomate qui est issu du ministère des Affaires étrangères, qui est à Paris ou bien dans n'importe quelle autre mission diplomatique, qui est conseiller, et qui sait que c'est un parlementaire, qui sait que c'est une tierce personne dehors qui l'a promotionné, vous n'avez plus de diplomate. L'essence même du diplomate n'existe plus, parce qu'il sait très bien que c'est cette personne-là qui m'a donné mon titre. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est-à-dire que ce sont toutes ces genres de choses qui minent le bon fonctionnement du ministère. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de régularité. Tout le monde compte sur quelqu'un pour prendre un nom. Or, le statut de la fonction publique en Haïti dit comment un diplomate peut prendre son grade. Vous êtes resté 3 ans, 4 ans dans une mission diplomatique. À partir de 4 ans, vous avez un grade supplémentaire. Mais le ministre ne va pas vous le donner si vous ne connaissez pas le ministre, si le ministre ne connaît pas quelqu'un qui vous... Ça veut dire que c'est une multitude de mauvaises habitudes qui font que le diplomate haïtien perd son essence. Et puis, il faut qu'on arrête de penser le fait qu'on a rappelé un diplomate ou bien on le transfère, c'est une sanction. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de comportements qui rend la diplomatie haïtienne dysfonctionnelle. Je me demande à travers cette émission, est-ce que les gens qui sont sabieux attendent son Abdillah et qui vont le porter remettre ça pour la... Ils le savent. Ils le savent, ne vous en faites pas, ils le savent. Ils le savent que notre diplomatie ne fonctionne pas bien. Par exemple, si vous prenez Paris, qu'est-ce qu'on peut faire à Paris si on est diplomate haïtien à Paris? Il y a 3 choses à faire. Et ça, c'est pas nous, ça existe depuis longtemps. La coopération décentralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de trouver des débouchés dans les mairies, dans les institutions en France, pour les communes. C'est ce qu'on appelle, on signe des contrats. C'est ça le rôle d'un diplomate. Est-ce que vous savez, par exemple, à l'ambassade du Sénégal, le plus gros poste dans les ambassades africaines à Paris, c'est celui qui s'occupe du dossier de la coopération décentralisée. Parce que c'est la seule chose palpable qui fait que le diplomate sénégalais ou le diplomate béninois a une emprise sur le territoire où il représente son pays. Nous, qui représente? Qui est responsable du dossier de la coopération décentralisée? Vous savez ce qui nous est arrivé dans la coopération décentralisée avec Suren? À l'époque, j'étais responsable de ce dossier. Nous avons une coopération décentralisée avec Suren Cap Haïtien.
OK? Mais la philosophie même de la coopération décentralisée, c'est que on arrive à faire des choses palpables pour le pays, pour la ville. Et la mairie de Suresnes avait décidé de construire une école hôtelière au Cap-Haïtien. Tu sais pourquoi on n'a pas eu cette école hôtelière? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à donner un terrain à la mairie de Suresnes. Parce que le parlementaire était pour tout terrain qui est là-bas. Non, même pas. C'est même pas ça. Parce que la coopération décentralisée fonctionne lorsque vous avez un minimum d'État. La coopération décentralisée entre la France et le Bénin fonctionne très bien. Parce que les autorités béninoises ont mis des gens à l'ambassade qui s'occupent que de ça. La coopération décentralisée entre la France et le Maroc fonctionne très bien. Quand vous allez dans leur journée porte ouverte, vous voyez très bien qu'il y a une machine qui est à l'ambassade et qui fait le travail. Mais pour faire le travail, il faut d'abord nommer des gens compétents, des gens qui savent ce que c'est que la coopération décentralisée, des gens qui sont conscients des problèmes du pays. Vous savez, vous n'avez pas beaucoup de diplomates haïtiens qui peuvent vous expliquer les problèmes économiques d'Haïti, par exemple. Ah non, encore moins. Pas la gueule comme ça, ma gueule. On va pas dire ça. Pas dire ça. Moi, c'est ce que j'ai vu devant moi. Je parle en connaissance de cause. Parce que, pourquoi je dis ça? Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est différent. Il ne faut pas résumer ce que je dis. Parce que je dis qu'on n'a pas la gueule comme ça. Non. J'ai pas résumé. Moi, dit que, pourquoi tu dis ça? C'est parce que la médiocrité haïtienne est tellement prépondérante. Nous avons fini par nous habituer à n'importe quoi. Un diplomate qui représente son pays, c'est quelqu'un qui doit être au-dessus de tout soupçon d'incompétence. C'est-à-dire qu'il doit connaître son pays, il doit connaître les problèmes de son pays, il doit connaître les problèmes de l'éducation du pays, il doit connaître les problèmes économiques du pays, il doit connaître les problèmes de développement du pays. Il est sur le territoire français ou bien sur n'importe quel territoire, il doit savoir ce qu'il doit mettre en branle pour que ça change. C'est ça le rôle d'un diplomate. Je suis d'accord avec vous. Ben oui. Eh bien, quand je vous ai dit qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que je sais comment ces diplomates sont recrutés. Est-ce que vous savez parfois dans nos missions diplomatiques? Je me souviens, lorsqu'on avait organisé pour la première fois, je crois que c'était pour la deuxième ou pour la troisième fois, Miss Haïti de France, en France, dans la communauté. OK? Et il y avait beaucoup de jeunes filles qui participaient. Et j'ai une collègue à l'époque, Anne-Louise, qui avait posé une question à ces jeunes filles-là de citer le nom de 3 écrivains haïtiens. Aucune ne pouvait citer le nom de 3 écrivains haïtiens. Ils étaient à peu près 10 à 12 jeunes filles qui participaient, on posait des questions et Anne-Louise, à l'époque, et en faisait partie, avait posé la question, avait dit de citer le nom de 3 écrivains. Mais ce n'étaient pas les jeunes filles qui étaient responsables. C'est nous autres, des missions diplomatiques Haïti en France, qui n'avaient pas fait son travail. Et c'est ainsi que j'avais décidé d'organiser au consulat d'Haïti à Paris ce qu'on appelle les petites causeries sur la littérature haïtienne. Et j'avais pris soin d'inviter ces jeunes filles-là. Chaque fois que j'invite Dany Laferrière, j'invite Louis-Philippe d'Alembert, j'invite des écrivains, eh bien, j'avais pris précaution de les faire venir. Et petit à petit, j'avais étendu mes tentacules dans la communauté en faisant venir des jeunes qui sont nés ici à Paris pour avoir un autre son d'Haïti. Et pour avoir, parfois, j'ai invité des historiens à venir parler de l'histoire d'Haïti. C'est ça. Mais pour que je puisse arriver à faire ça, c'était une bataille avec le chef de poste. Et l'objectif de beaucoup de diplomates haïtiens, c'est de ne pas ouvrir l'espace diplomatique à nos compatriotes ici. Moi, sur ce point-là, je fais une révolution. Et je sais de quoi je parle.
Je sais de quoi les réticences que j'ai eues pour faire venir des écrivains, pour faire venir des historiens haïtiens, pour faire venir des agents culturels. Parce que moi, je crois dans en organisant des portes ouvertes. Et moi, je crois dans la diplomatie culturelle. D'ailleurs, je pense que c'est la seule chose que Haïti possède. D'ailleurs, les rares fois qu'on dise du bien d'Haïti, c'est lorsque les écrivains haïtiens sont là. Ou bien des historiens haïtiens parlent d'Haïti, ou bien une grande dame de la littérature haïtienne parle. Je vois ces articles écrits et publiés dans plusieurs journaux haïtiens et sur les réseaux sociaux prouvent que le secret diplomatique n'existe plus. Êtes-vous de cet avis? En ce qui concerne Haïti, le secret diplomatique, qu'est-ce que ça veut dire? Quand un diplomate, ça fait 10 mois qu'on ne l'a pas payé, il n'est plus dans le secret. Tout le monde sait très bien qu'il n'est pas payé, qu'il est obligé d'aller voir ailleurs pour pouvoir manger. Le secret n'existe plus. Le diplomate, c'est avant tout un homme. Mm-hmm. Cet homme doit pouvoir satisfaire ses besoins en tant que diplomate. Il est au secret. Si vous ne payez pas quelqu'un qui travaille dans la diplomatie ou bien un diplomate, vous n'avez pas répondu sur moi, mais vous n'avez plus de diplomate. Moi, je connais des diplomates haïtiens à Paris qui étaient obligés d'aller habiter chez des gens. Parce que tout simplement, ça fait 4-5 mois depuis qu'on ne l'a pas payé. Mais c'est ça la réalité. C'est pour cela que, évidemment, il y a des journalistes comme vous, comme Sergo, qui sont à l'affût et qui connaissent tout ça parce que les gens parlent. Ben, si au consulat, on payait les gens, mais quel était donc l'intérêt des gens d'aller parler à des journalistes? Ok, avant, ça ne se faisait pas. Si je suis diplomate à Paris, l'État de mon pays me paye régulièrement, l'État de mon pays me donne des choses qui sont... Mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi on peut... Parce que ça, vous avez peur de dire ça, mais je vais le dire pourquoi. Pourquoi la diplomatie haïtienne en France est dans les rues? Parce que tout simplement, l'État haïtien n'a pas su gérer ses diplomates. Aussi simple que ça. Je vois que vous êtes si amer dans votre livre « Anthologie des poètes et diplomates haïtiens ». Pourquoi vous êtes si amer comme ça dans ce livre? Parce que tout simplement, ces 30 dernières années, nous avions fait n'importe quoi avec notre si belle diplomatie que nos ancêtres nous avaient léguée. Parce que quand on parle de la diplomatie haïtienne, on parle de l'histoire. De l'histoire. La diplomatie haïtienne, c'est avant tout la diplomatie dessalinienne, qui avait dit que chaque fois qu'il y a des Noirs quelque part, notre diplomatie est concernée. C'est ça. C'est ça la mémoire diplomatique haïtienne. Désormais, nous n'en sommes plus là. Haïti était incapable de voter une motion à l'Organisation des Nations Unies contre le racisme, par exemple. Vous vous rendez compte? Haïti s'est abstenu lors d'un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies contre le racisme. Vous savez ce que ça veut dire quand un pays... Il est raciste. Non, quand un pays s'abstient aux Nations Unies, c'est qu'il est d'accord. Tout à fait. C'est ça, ça veut dire. Haïti, oui. Tous nos grands diplomates à l'UNESCO. J'ai des archives parfois qui en disent long sur la diplomatie haïtienne d'antan. Pendant tout l'apartheid en Afrique du Sud, ce sont les diplomates haïtiens, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit à l'Assemblée générale, qui portaient le fer contre le régime de la ségrégation. Aujourd'hui, nous sommes en 2001, Haïti s'est abstenu contre le vote pour condamner le racisme dans le monde. C'est pareil, entre guillemets, tout le monde se rappelle que même notre président défunt, Jovenel Moïse, dans la question OEA, quand il était voté contre le Venezuela, donc pendant que ce temps, nous connaissons qui ça, Venezuela fait avec nous, ça nous fait pour Venezuela tout. Donc quand même, il était voté, vous même mettez le dehors. Donc mais ça aussi, c'est... Mais c'est pas Jovenel qu'il faut reprocher. Qui dois-je reprocher? Les élites du pays. Non, pas mal là, comme ça. Attends. Le président lui-même. Attendez. Attention, c'est le chef de la diplomatie. Attendez.
justement, c'est parce que nous n'avons plus un corps diplomatique. C'est-à-dire que nous prenons n'importe qui comme diplomate et ces personnes-là ne peuvent pas dire au président non. Nous ne pouvons pas voter contre le Venezuela, monsieur le président. Voilà les raisons. Oui, mais si Jovenel Pat fait le tout, Donald Trump est capable peut-être pas supporter le pouvoir parce que là... Ce n'est pas vrai. Vous pensez ça? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il était dos au mur. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il l'a fait et ceux qui l'ont entouré l'ont fait en croyant qu'ils seront bien vus par les États-Unis d'Amérique. Mais un pays, moralement, n'a pas le droit de renoncer à ses prérogatives diplomatiques, c'est-à-dire que son histoire, le socle de son histoire, pour faire plaisir à n'importe quel pays. Ça n'existe pas. C'est la même chose qui se passait au Kenya. Haïti, moralement, n'a pas le droit de demander au Kenya de rentrer sur son territoire. On n'a pas le droit de faire ça au pays. Ce n'est pas une question de Ariel Henry, c'est une question de l'âme du pays. Chaque fois qu'un Haïtien, qu'un dirigeant haïtien demande à des troupes étrangères de rentrer sur le sol haïtien, il commet un crime contre la nation. C'est ça. Dès qu'on fait son écrit, on commet un crime contre Dessalines. On commet un crime contre l'acte de l'indépendance d'Haïti. On commet un crime contre tous ceux qui se sont battus pour nous donner ce pays. On n'a pas le droit de faire ça. Aussi simple que ça. Parce que moi, contrairement, et les gens pensent que c'est les étrangers, vous verrez, aucune mission des Nations Unies va sauver Haïti dans sa situation. Parce que je sais ce que c'est que les Nations Unies. Très bien. Depuis 1990, nous avons des missions des Nations Unies en Haïti. Elles n'ont rien fait pour le pays. Au contraire, elles nous apportent que des problèmes. Choléra et tous les autres. C'est pourquoi les Nations Unies ne peuvent pas arriver à un résultat en Haïti. Pour une raison très simple. Parce que les Nations Unies ne sont pas faites pour régler les problèmes étatiques. Or, nous avons des problèmes étatiques. Actuellement, nous avons des compatriotes qui prennent les armes contre nous. Mais c'est à cela qu'il faut parler. Au lieu de faire venir des Kenyans, ça ne sert à rien. Nous avons une partie de nos compatriotes qui sont en rébellion contre nous, qui kidnappent les gens. C'est à ces gens-là qu'il faut parler. Parce que ce sont des... Moi, je préfère une solution nationale à des types à qui on va payer $20,000 par mois pour tenir une arme dans les rues de Port-au-Prince et que ça ne va rien donner. Que ça ne va rien donner. Or, tandis que si on fait une grande conférence nationale, moi, je suis un homme de gauche. Je suis attaché à la conférence nationale. Et ce, depuis que Haïti existe. La première personne qui parlait de conférence nationale en Haïti, c'était Georges Sylvain. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a toujours été un processus en Haïti. Plus que jamais, nous devrions rassembler tous les Haïtiens autour d'une table, non seulement pour faire la paix, mais surtout pour trouver un modus vivendi pour dire voilà ce qu'on va faire pour le pays, pour le mettre sous le nord. Ce ne sont pas les étrangers qui vont nous aider. Pourquoi voulez-vous que les États-Unis aident Haïti? Alors vous pensez que les États-Unis vont nous aider à sortir Haïti du sous-développement? Vous pensez que la France va... Non, ça n'existe pas. Aucun pays n'a jamais aidé un autre pays pour sortir du sous-développement. Ça n'existe pas. Il est temps que les Haïtiens enlèvent ça de leur tête. Ça n'existe pas. Aucun pays n'a jamais aidé un autre pays. Mais pour quelle raison? Mais pourquoi voulez-vous que les pays vous aident? Pourquoi? Maguette-Delva, je vois que notre conversation arrive à terme, mais avant, nous connaissons ou pas l'ambassade là encore, ou pas le consulat encore, qui dit que vous êtes plus responsable des relations publiques. Ça fait longtemps nos communautés ont ouvert votre consulat ou bien votre ambassade par le biais de la diplomatie culturelle, que même vous permettre que faire des écrivains, des poètes, etc. à venir, permettre que mon entrée sortie, ou était une figure connue, figure emblématique de la communauté. La question association, comment on a fonctionné, qui sont capables de dire, qui conseille ou cabaye
dans le fonctionnement association dans le monde qui est dans la communauté? Si nous voulons que la 6e génération haïtienne qui est née en France ne perd pas de contact avec Haïti, nous devons nous appuyer sur les associations. Ça, c'est l'enjeu de la communauté. Nous avons beaucoup de compatriotes haïtiens qui sont nés sur le territoire, qui n'ont aucun contact avec Haïti. Et la seule façon que nous puissions continuer à faire en sorte que ces gens-là s'intéressent à Haïti, c'est par le biais des associations. Et c'est pour cela que moi, j'étais toujours pour que non seulement nous accordons une attention spéciale aux associations, mais aussi de les aider financièrement lorsqu'elles entreprennent quelque chose. Parce que ce n'est pas elles, parce que c'est de nous, c'est de Haïti qu'elles vont parler. C'est Haïti qu'elles mettent en exergue. J'avais du mal à faire comprendre ça à beaucoup de chefs de mission haïtiens qui refusent de comprendre que les associations sont en quelque sorte les vecteurs d'une certaine Haïti. Eh bien, il faut les aider. J'ai participé à cette émission, c'est pour dire à la communauté haïtienne de France que je ne suis plus au consulat, que je ne suis plus dans la diplomatie haïtienne, que je ne suis plus leur interlocuteur. C'est ça, l'association européenne du monde là. Voilà, je ne suis plus leur interlocuteur. Mais elles doivent continuer à servir Haïti, à servir l'image d'Haïti. Et puis surtout, je tiens à leur dire, parce que je connais beaucoup d'entre elles, de celles et ceux qui sont à la tête de ces associations et qui aujourd'hui sont complètement abasourdis par ce qui se passe en Haïti. Je tiens à leur dire que ce pays a un seul problème. Un seul, c'est la corruption. S'ils veulent que Haïti aille de l'avant, elles doivent commencer à combattre la corruption. Lorsque vous êtes en France, vous pouvez combattre la corruption en Haïti. Vous pouvez dénoncer la corruption en Haïti. Ah si, vous pouvez dénoncer la corruption en Haïti. Par exemple, vous pouvez, n'importe où, avec les réseaux sociaux maintenant, vous pouvez dénoncer tout ce qui se passe en Haïti. Vous vous souvenez des gens de gauche de moi, si on avait des gens de gauche comme moi, si on avait les réseaux sociaux du temps de François Duvalier, du temps de Jean-Claude Duvalier. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ne seraient pas tués par le régime de François Duvalier ou bien de Jean-Claude Duvalier s'il y avait Internet. Vous vous imaginez quelqu'un comme Lionel Lenné, s'il y avait Internet, du temps de Lenné combattait le régime de François Duvalier? Vous vous imaginez? Bon, aujourd'hui, on peut tout faire avec les réseaux sociaux. Nos compatriotes ici doivent mobiliser contre la corruption en Haïti. Parce que si ce problème ne trouve pas un frein, je n'ai pas dit de résoudre, parce que tous les pays du monde ont de la corruption. Mais la nôtre, elle dépasse toutes les bornes. Pendant parler comme ça, je ne suis pas capable de poser une question ça, parce que nous rappelons pendant que là même, qu'on n'y pas là encore, mais nous connaissons Doïska France, tu es souvent point l'année passée, avec, pendant que Richard Sonitienne était dans le consulat, il a dénoncé corruption de toute bagaille ça. Parce que Doïska était dans raisonné, d'après vous-même, bien sûr, parce que, quel est donc le problème? Il est extrêmement difficile quand un ministre nomme un chef de poste et que le ministre et le chef de poste savent que ce type est là juste pour sauver une situation. Il est évident que ce type, pour donner 1000 à 2000 euros à une association pour faire quelque chose au nom d'Haïti, pour lui, c'est un sacrilège. Parce qu'il a un mandat qui consiste à remplir ses poches et s'en aller. C'est ça le drame. C'est pour cela que nous devons veiller à ce qu'on ne nomme pas n'importe qui chef de poste à Paris. Parce que ceci nous empêche, non seulement parce que nous alimentons la corruption, c'est ça, nous alimentons la corruption, parce que quel est donc le drame? Pourquoi un chef de poste nommé dans des conditions parfois terribles, il arrive, il n'a pas le temps pour les associations? Ou bien parce que tout simplement, il a des gens en Haïti
à qui ils doivent donner de l'argent. C'est ça le drame. Mais si vous avez quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon, qui n'a aucun contact douteux en Haïti, eh bien, vous avez le temps de s'occuper de la communauté. Si vous ne pouvez pas donner 500 €, vous donnez 200. Si vous ne pouvez pas donner 1000, vous donnez 700. Parce que là, ce n'est pas l'argent de la mafia. C'est l'argent de nos compatriotes à Paris. D'une façon, on leur rend l'argent en faisant une manifestation culturelle, en finançant une manifestation de 18 mai. Par exemple, en faisant une manifestation culturelle pour faire connaître un artiste haïtien, pour faire venir un artiste haïtien. C'est leur argent qu'on leur rend. Est-ce qu'on fonds alloué réservé même pour bagaille ça? Je me suis battu pour qu'il y ait ça, mais non. Mais non, parce que la diplomatie culturelle, ça devrait être quelque chose qui devait avoir un financement de l'État haïtien. De l'État haïtien. Par exemple, dans la communauté, nous avons à peu près 35 associations qui sont actives, qui font des choses, qui dans le domaine culturel, qui parlent de la littérature haïtienne, qui invitent des écrivains haïtiens et qui font beaucoup de choses. Et puis ce sont ces gens-là qui font parler du bien et du bien d'Haïti. C'est très important. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre ça, intégrer ça. Aussi simple que ça. Je dis à Maguedel va quitter le consulat, va quitter la diplomatie haïtienne, non? Mais nous voyons que Jeunesse Éternelle, il y a plusieurs associations qui mettent ensemble pour honorer garçons pour ça, faire dans la communauté. Nous, on sait un candidat qui va l'honorer tout le 2 septembre prochain. Bon. Quel sentiment? Bon, moi, je suis très content que Maguita Hippolyte m'avait choisi parce que son association, Jeunesse Éternelle, j'ai beaucoup aimé cette association, surtout les prérogatives de cette association, et je sais ce que fait cette association en Haïti et avec les personnes âgées en Haïti, qui sont comme les enfants. Ce sont deux secteurs laissés pour compte en Haïti. Et j'ai toujours eu une grande affection pour cette association en particulier. Jeunesse Éternelle qui s'occupe des vieux en Haïti. Ça, c'est très important, il faut le souligner. Il faut nous dire que ce n'est pas parce que vous avez quitté la diplomatie qui fait que je suis choisi ou c'est un processus qui est déjà. Non. Et puis, mais vous avez choisi tout. Ça fait plus de 2 ans depuis Maguita m'en parle de ça. Ouais. Et je lui avais dit. C'est pour les mauvaises oreilles, nous dit ça. Donc non. Pas du tout. Au contraire, Jeunesse Éternelle ne savait même pas que j'allais laisser le consulat. Tout à fait. Non. De ce côté-là, c'est clair et net. Maguedel va, nous allons finir. Ben, merci. Je dis toute bonne chose à une fin, mais Kounia, que faites-vous maintenant ou qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous n'êtes plus au consulat ou bien à l'ambassade, vous allez faire quelque chose, vous êtes déjà... Je travaille dans une grande organisation française que tout le monde connaît, que je ne citerai pas son nom. Ah bon? Puis, oui, que je ne citerai pas son nom ici. Et j'attends que ma situation soit éclaircie parce que je suis en période d'essai. Et après 3 mois, peut-être que j'aurai un contrat définitif. Et puis, en septembre, je vais donner des cours d'histoire et de géographie dans un lycée. Organisation gouvernementale, non gouvernementale? Non gouvernementale. Oui, mais c'est une organisation que tout le monde connaît. Ah bon? Oui. Au moment opportun, je vous le ferai savoir. Maguedel va, toute bonne chose à une fin. Nous sommes arrivés à terme de l'émission. Donc, nous tenons à remercier tout le monde qui l'ont suivi. Mais si vous avez quand même, je ne vais pas dire un dernier mot, mais quelque chose à ajouter à notre entretien aujourd'hui, ce sera quoi? Moi, je suis très content d'avoir occupé la fonction que j'occupais à l'ambassade et au consulat. Ça m'a permis de découvrir mes compatriotes en France. Je connais leurs défauts, je connais leurs qualités. J'ai beaucoup d'amis dans cette communauté, j'ai beaucoup fréquenté les gens. Et c'était un plaisir de travailler avec eux. C'était eux, mes principaux interlocuteurs, lorsque j'étais à l'ambassade et au consulat. C'était un plaisir d'avoir travaillé avec eux. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin, mais je me demande qui va protéger le consulat ou l'ambassade, parce que normalement, vous savez très bien, Maguedel va, c'est quelqu'un qui est partout et en tout et avec tout.
et qui toujours traîne les oreilles par-ci par-là, n'importe ça gagne dans la communauté, elle connaît, le plus souvent qui protège mon nu avec information. Maintenant, je me connais, qu'est-ce qui peut le faire travailler ça? C'est sur ça, nous pourrons faire. Je dis à nous deux, bonne soirée, à la prochaine pour une prochaine émission. Merci. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.